Bonjour à tous, donc voici l'exercice 3 du bac STL de Métropole de juin 2016. Une question sur 4 points. Vous avez 3 questions indépendantes. Donc, voici la première, avec à chaque fois une courbe. Voici la deuxième. Et voici la troisième question. Voilà, donc tout de suite, on va commencer évidemment par la première. Alors la première question, donc on vous donne une courbe ici, en bleu. Alors c'est la courbe ici, vous voyez, très important, c'est la courbe de la fonction c, c'est dit dans le texte. Donc c'est la représentation graphique d'une fonction sur un intervalle moins 4, 4. Alors là, vous n'avez pas tout moins 4, 4, vous voyez. On est entre moins 3 et 3, on n'a pas la partie intégrale de la courbe. Et on vous donne une droite T, que vous voyez très bien ici. Voilà, elle est en noir. C'est la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc le point d'abscisse moins 1, on va le trouver, ça c'est très important. Donc on prend ici x égale moins 1. On remonte sur la courbe, vous voyez, par ici. Et donc le point d'abscisse moins 1, je vais l'entourer pour que vous voyez bien, c'est ici. Donc cette droite, c'est la tangente au point ici d'abscisse moins 1. Ce point ici, c'est le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 4. Et on vous demande quelle est l'image de moins 1, c'est-à-dire quelle est f de moins 1, et quel est le nombre dérivé en moins 1. Alors l'image de 1, c'est très simple, je viens de le faire. Finalement, vous placez, il vous faut donc trouver le point d'abscisse moins 1 qui est sur la courbe bleue, puisque c'est la courbe de f. Vous savez que chaque point de la courbe a ici une abscisse qui est un nombre, et son ordonnée, c'est l'image de ce nombre. Donc ici, le nombre que vous avez ici, il a pour abscisse moins 1, donc son ordonnée, c'est le point ici qui est là, son ordonnée, c'est forcément l'image par la fonction f de moins 1. Donc si vous voulez lire f de moins 1, il faut l'ordonnée de ce point. Donc ici, l'ordonnée de ce point, eh bien vous projetez ça, vous obtenez 4. Donc f de moins 1, c'est tout simplement 4. Ça, c'est une question quand même assez facile. Alors maintenant, f' de moins 1. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? F' de moins 1, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est ça le nombre dérivé, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé en moins 1. C'est graphiquement le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc ici, ce sera la tangente T. La tangente donc au point de la courbe, au point donc de C, d'abscisse moins 1. Donc ici, c'est la droite T. Alors cette droite T, il va falloir déterminer son coefficient directeur. Alors comment détermine-t-on un coefficient directeur? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez premièrement lire graphiquement. Graphiquement, comment fait-on? Alors comment déterminer le coefficient de T? Alors j'ai placé ici un point A, qui est facile puisque c'est un point à coordonnées entières, c'est le point de coordonnées moins 1, 4. Pour trouver le coefficient directeur, c'est très simple. Vous allez avancer d'une unité, c'est-à-dire qu'ici on va jusqu'à l'axe, et vous devez mesurer de combien d'unités il faut évoluer pour retomber verticalement sur la droite. Et ici, vous voyez, vous avez un triangle rectangle. Ça veut dire que votre triangle rectangle, quand on avance de une unité, on doit descendre de 1. Donc en fait, chaque fois que vous avancez de 1 horizontalement, vous descendez de moins 1. Et le coefficient directeur, c'est le rapport entre ce moins 1 et ce 1. Donc ici, ce sera tout simplement moins 1 sur 1, c'est donc moins 1. Donc quand vous choisissez d'avancer de 1, le coefficient directeur, eh bien, il est directement ici. Si vous avancez de 2, évidemment, vous voyez, vous aurez une descente de 2 carreaux. Donc vous aurez 2 fois le coefficient directeur. Donc c'est à vous un petit peu d'adapter. Si vous voulez faire avec des points, mais c'est tout simple. Vous prenez un deuxième point de la droite. Par exemple ici, je prends au hasard ce point B. Il a pour coordonnées 1, 2. Voilà. Et pour trouver le coefficient directeur de T, c'est donc le coefficient directeur de la droite AB. C'est le coefficient donc de T. Et bien c'est donc la différence des Y, c'est-à-dire YA moins YB divisé par la différence des X, XA moins XB. On fait ça calmement, YA c'est moins 1, moins 4, je dis des bêtises, attention, c'est 4 ici, donc YA c'est donc 4, moins YB qui est 2, divisé par XA moins 1, moins XB moins 1. Conséquence, on a en haut 2, divisé par moins 2, on trouve moins 1. Voilà. Et ça, eh bien, vous pouvez le faire avec n'importe quel couple de points qui se situent sur la droite. Donc à vous de choisir des points à coefficient entier. Évidemment, le plus simple possible. J'ai pris ces deux-là. J'aurais pu évidemment prendre toutes les autres croix que je suis en train de faire. Voilà. Donc réponse, eh bien, f de 1 vaut, donc f de moins 1 vaut 4. Alors, je vais résumer, f de moins 1 égale 4. C'est l'ordonnée du point A. C'est donc une information de position. F' de moins 1, c'est une information de direction. C'est la pente de cette tangente T. C'est donc ici moins 1. Donc voici
pour la première question. Dans cette question, on vous demande de déterminer l'aire d'un domaine délimité par l'axe des abscisses. Donc je vais un petit peu vous montrer. Donc ici, l'axe des abscisses sont là, ici, voilà, entre 1 et 4. Donc on va s'arrêter là. Et on va tracer les verticales ici. Donc on vous dit entre x égale 1, x égale 4. Donc ça vous donne la zone blanche qui va me rester ici. Donc voilà. Et en haut, c'est délimité par la courbe C, la courbe donc bleue. Vous avez donc ici un domaine qui est voilà, dans ma zone jaune ici. Alors ça, c'est vraiment du court directement. Alors pour parler d'air comme ça entre deux verticales, il faut que la fonction soit positive. Alors est-ce que notre fonction G est positive? Alors sur l'intervalle 1, 4, eh bien, on peut remarquer que 1 sur x est strictement positif, x est strictement positif, et donc, eh bien, quand vous ajoutez 1 sur x, x, et vous mettez plus 1, forcément, g de x est donc strictement positif, et donc, eh bien, l'aire du domaine dont on parle, l'aire du domaine, vaut donc l'intégrale entre 1 et 4, il faut vraiment les mettre dans l'ordre, de la fonction g de x dx, et ceci en unité d'aire. Voilà, donc maintenant il nous reste à calculer cette intégrale. Pour calculer une intégrale, vous savez, il faut trouver une primitive de la fonction g, c'est-à-dire trouver qui en dérivant va donner g de x. Alors la primitive de cette fonction, quelle est-elle? On va évidemment ensuite mettre ça entre crochets, entre 1 et 4. Alors une primitive de 1 sur x, vous connaissez très bien. Ici, c'est la fonction, on est sur un domaine R plus étoile, donc ici, la primitive de 1 sur x, c'est donc ln de x. La primitive de x, qu'est-ce qui donne en dérivant x? Eh bien, c'est x carré sur 2. Et qu'est-ce qui donne 1? Eh bien, vous le savez, c'est x. Alors, je répète, vous savez très bien que quand on dérive ln de x, ça donne 1 sur x. Donc, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x ici. Deuxième chose, quand on dérive x carré, ça donne 2x. Donc, si vous ne voulez pas qu'il y ait le 2, eh bien, tout simplement, vous partez avec x carré sur 2. Comme ça, la dérivée sera la moitié de 2x. Donc, 2x sur 2, ça donne bien x. Voilà. Et quand vous dérivez x, vous le savez, c'est une fonction affine, on garde le coefficient directeur, ça donne 1. Donc, on est bon. On n'a plus qu'à remplacer d'abord par 4 à l'intérieur de cette expression, ce qui nous donnera ln de 4 plus 4 au carré sur 2 plus 4 moins ln de 1 plus 1 au carré sur 2 plus 1. Et maintenant, on va faire le calcul tranquillement. Tout ça, à la fin, on me rajoutera, puisqu'on est sur une aire, on rajoutera unité d'aire. Alors, ln de 4, on va le laisser comme ça. Ensuite, 4 au carré, ce qui fait 16. 16 divisé par 2, on a donc 8. 8 plus 4, donc ça fera 12. Moins, alors très important, une chose à savoir, le logarithme de 1, eh bien, ça vaut 0. Et donc, ici, il vous reste 1 au carré, donc 1 demi plus 1, donc ça fera 3 demi, puisqu'un demi plus 1 fait 3 demi. Il reste donc ln de 4 plus 12 moins 3 demi. On va mettre donc 12 demi, ça fait 24 demi. Conclusion, c'est ln de 4 plus 24 moins 3, plus donc 21 demi. Donc réponse. Alors comment vérifier ça? Eh bien, juste comme ça un petit peu, graphiquement, unité d'aire, vous voyez, c'est l'aire d'un rectangle qui fait 1, 1. Donc c'est l'aire, voilà. Donc ça vaut une unité d'aire. Alors dans ma zone jaune, j'en ai combien de ces des carrés? Et on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés entiers. Ensuite, on peut admettre qu'ici, à peu près 1, donc on est à 11, pardon. Et vous avez ici un petit peu moins, voilà, un petit peu moins peut-être d'un carré entier. Donc on est vraiment vers 11,9. Voilà, on ne s'est pas trompé. Alors évidemment, vous pouvez aussi vérifier avec la calculatrice. Elles font ça très très bien. Illustration. Avec la Casio classique, donc vous allez en option, ici, vous avez des calculs là, donc vous mettez intégrale, c'est celle-ci. Voilà, vous avez le symbole intégral, vous voyez. Vous inscrivez donc les bornes. Alors en bas, donc je vais mettre 1 et en haut, vous mettez 4. Voilà. Vous indiquez donc la fonction, il faut que je fasse comme ça et après comme ça. Vais-je y arriver? Ah oui, il faut reculer un petit peu. Voilà. Donc vous mettez 1 sur x, 1 divisé, donc là on va mettre petit x, alors c'est pas ce bon x là. Hein. Ici il faut trouver donc le petit x. Alors, est-ce qu'il y a un petit x? Remarquez, je fais pas ça tous les jours. Voilà, on va essayer avec les lettres classiques. Plus
x plus 1, voilà, on valide. Et vous voyez, on trouve 11,88, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on est bon. Sur une Texas, vous allez dans le mode maths. Ici, vous cherchez ici les calculs, donc on descend. Voilà, vous avez ici, vous voyez, intégrale fonction, donc c'est forcément ceci. Voilà, et vous donnez donc l'intégrale entre 1, vous passez 4, vous voyez. Ici, 1 divisé par donc x. Ah, zut, je suis en mode fonction, bougez pas. Il faut que j'aille en mode fonction, suite, pardon. Voilà, je me mets en fonction. Je quitte, voilà. Maintenant, donc, je peux retaper. Donc, 1 divisé par x plus x plus 1. Vous intégrez par rapport à la lettre x. Donc, ici, x. Vous validez. 11,80, vous voyez les mêmes résultats. Donc, vous voyez que les machines font ça très très bien. Donc, voilà pour cette question 2. Je crois avoir tout dit. Question 2. Alors, l'exercice 3, on vous donne deux courbes, une verte, une bleue. Il faut trouver laquelle des deux est la primitive de l'autre. Alors, on va faire une hypothèse, comme ça sera plus simple. Supposons, si C2 est associé à grand H et que C1 est associé à petit h. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que le signe, ça c'est tout le temps vrai, le signe de petit h de x donne les variations de grand H. Effectivement, quand on fait un tableau de variations, ici, pour grand H, par exemple, les variations de grand H vont être données par son signe. C'est-à-dire qu'ici, les variations de grand H sont données par le signe de sa dérivée. Donc ici, la dérivée, on a supposé ici que C2 donnait H. Donc ici, le signe de petit h doit donner variation de H. Alors comme C2, c'est H, eh bien, moi j'ai une fonction ici qui n'est que croissante. Ça signifierait quoi sur petit h au-dessus? Ça signifierait que son signe est tout le temps positif. Or, la courbe bleue, si c'était petit h, vous voyez, elle est positive, négative, positive. Donc, ça, c'est impossible. Donc maintenant, ça signifie quoi? Eh bien que C2 est associé à petit h et que grand C1 est associé à grand H. Alors, est-ce que ça tient la route? Ce tableau-là, vous voyez, il est faux. Donc, on va étudier le signe de petit h. Alors, le signe de petit h ici, il est comment? Donc, petit h, ça serait la verte. Elle est comment, cette verte? Elle est croissante et elle s'annule en 1. Ça s'annule en 1. Avant 1, on est négatif, de 0 à 1. Et après 1, on est positif. Donc, grand H, eh bien, ça devrait être décroissant jusqu'à 1 et croissant ensuite. Est-ce que c'est ce qu'on a? Effectivement, vous voyez, cette courbe bleue, elle descend jusqu'ici, et après, elle monte. Donc, ça veut dire que sa primitive était négative, positive. Donc, eh bien, réponse. Donc, eh bien, C1 correspond, donc, et la courbe de A, grand H, et C2 est la courbe de petit h. Alors, la meilleure justification, c'est de faire ce raisonnement pas absurde. Vous expliquer, si C2 donnait H, alors ça ne serait pas possible parce que, dans ce cas-là, H serait forcément positif, ce qui n'est pas le cas. Et voilà. Donc voici cette troisième question. C'est assez rapide, vous voyez, c'est vraiment des constatations de signes, sachant que le signe d'une dérivée donne les variations de la fonction première. Voilà. Donc je répète, dernière fois, si vous avez petit f et grand F, sa primitive de petit f, il faut vraiment savoir. Le signe de petit f donne les variations de grand F. Ça veut dire qu'à l'endroit où l'une s'annule, où la dérivée s'annule, vous devez trouver un sommet. C'est exactement ce qu'on a ici, vous voyez. Je répète, vous voyez, ici la fonction verte s'annule, et au même moment, la fonction bleue elle a un sommet. Donc ça, c'est caractéristique. Ça veut dire que la verte est la dérivée de la bleue. Et contrairement aux endroits ici où s'annule la bleue, quand la bleue s'annule, la verte n'a aucune particularité. Donc c'est vraiment la verte qui est la dérivée de la bleue. Et c'est le signe, vous voyez ici, cette verte, je répète, est négative. La fonction bleue doit être décroissante. Donc quand verte est négative, bleu, vous voyez, descend. Et ensuite, quand vert est positive ici, eh bien bleu est croissante. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas,
à très bientôt pour un autre sujet STL, évidemment. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, comme ça je saurai que ça intéresse certains des sujets de STL. Voilà, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout.